Lors d'un passage à Paris, nous avons rencontré Samuel Sauvage, cofondateur de HOP. Cet acronyme signifie Halte à l'obsolescence programmée. C'est une association créée en 2015 qui œuvre contre les pratiques frauduleuses visant à réduire volontairement la durée de vie de nos produits. Nous avons toutes et tous été confrontés à des batteries qui s'affaiblissent vite, des boutons qui lâchent, un téléphone qui rame, des mises à jour forcées. Ces symptômes sont parfois le fruit d'un mécanisme désormais bien connu. Cette obsolescence peut être logicielle ou matérielle et est une manœuvre des constructeurs visant à réduire volontairement la durabilité des choses que l'on achète. Avec les nombreux impacts délétères de la surconsommation sur le climat, sur la biodiversité et sur la déplétion des ressources naturelles, ce sujet est donc essentiel. Alors HOP est né. C'est parti pour un tour d'horizon avec Samuel qui nous présente leurs actions de lobbying, de plaidoyer et des nombreux rapports qu'ils publient pour éclairer dans les choix de consommation des Françaises et des Français. Bienvenue dans Cosmogonia, une odyssée internationale de recherche pour un renouveau écologique. Qu'est-ce que HOP ? Donc on est une association fondée en 2015, donc, qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée. Alors notre association HOP, en effet, elle lutte pour allonger la durée de vie des produits, et donc elle fait ça de plusieurs manières. Nous, ce qu'on souhaite, c'est agir sur les entreprises, les fabricants, pour qu'ils conçoivent différemment les produits, qu'on ait des produits qui durent plus longtemps, donc qui protègent nos ressources, qui créent moins de déchets. Donc, pour toucher ces entreprises, on a plusieurs manières de le faire. Alors, il y a d'une part le bâton, on va dire, avec nos plaintes. On a porté plainte en justice contre des géants comme Epson, Apple. Donc, il y a ce côté dénonciation. Il y a le côté promotion aussi des bonnes pratiques, parce qu'il ne suffit pas de dénoncer, il y a aussi à montrer un chemin. Et le chemin que nous, on veut montrer, c'est celui de toutes ces boîtes qui essayent d'innover, de proposer d'autres modèles économiques. Donc, on a fondé un club, en ce sens, qui s'appelle le Club de la durabilité, qui rassemble maintenant une trentaine d'entreprises volontaires, pas parfaites, mais volontaires sur ce projet d'allonger la durée de vie des objets, ou de promouvoir la réparation, qui est évidemment une solution. Cependant, on ne se satisfait pas de cet unique levier qui est d'avoir ce club. On mise beaucoup sur la loi. Comment on fait évoluer la loi à travers notre plaidoyer, parce que c'est à travers ces règles, ces normes, ces taxes, c'est toutes ces manières dont l'État peut contraindre, obliger les entreprises à produire, distribuer différemment les produits. Donc on a une activité assez forte de lobbying, de plaidoyer pour faire évoluer la loi. Et pour finir, vous allez me dire, vous oubliez les citoyens. Nous, on essaie de faire évoluer le consommateur vers une consommation plus consciente. Donc c'est moins de consommation, évidemment, questionner son besoin. C'est ensuite acheter d'occasion, réparer avant d'acheter, avant de renouveler. C'est acheter seconde main, etc. Jusqu'à s'informer quand il faut acheter un produit neuf. Eh bien, il y a aussi plusieurs manières d'acheter un produit neuf et il existe des produits plus durables que d'autres. Donc, on essaie de jouer ce rôle-là à travers notamment une plateforme produitsdurables.fr sur laquelle on montre tous les conseils pour les consommateurs pour un petit peu s'y retrouver dans la jungle de tous les labels, de tout ce qu'on nous dit de faire en tant que consommateur, et c'est jamais facile. Donc pour résumer, finalement, on essaye de jouer un petit peu sur tous les aspects, les entreprises, l'État et puis le consommateur, sur des manières différentes d'agir, ce qui fait que ça fait du boulot. Quels enjeux souhaitez-vous adresser ? Notre association en 2015, elle s'est fondée parce qu'il y a un contexte de crise écologique majeure dont on a conscience en 2015. Cette conscience qu'on est en train de prendre des ressources rares, d'exploiter des ressources rares sur cette planète, des ressources qui vont manquer d'ici 10, 20, 30 ans, je pense à certains métaux absolument essentiels, pour fabriquer consciemment des produits dont la durée de vie est limitée, et donc ils vont rapidement faire des montagnes de déchets en aval. Ce non-sens de cette production du tout jetable qui est alimentée par l'obsolescence programmée, donc toutes ces techniques qui vont faire que le produit va durer moins longtemps,
Eh bien, nous, on voulait le dénoncer parce que c'est au cœur de la crise écologique d'exploiter, de surexploiter les ressources. Et on trouvait que c'était important de dénoncer spécifiquement l'obsolescence programmée, dans le sens où on avait, en 2015, une loi qui crée un délit d'obsolescence programmée. Ce délit, il est théorique si personne ne porte plainte. Donc on a considéré qu'il fallait qu'il y ait une société civile qui soit en mesure de porter plainte, de faire vivre cette réflexion, de montrer que ce n'était pas juste quelque chose d'écrit dans la loi. Quels ont été les déclencheurs du projet ? Alors Hop se lance dans forcément une continuité de prise de conscience, de débat sur de longues années, d'échanges entre amis sur ces sujets. Et donc, il y a un moment en 2015, cette loi qui crée ce délit. Donc, il y a un moment, on va dire, opportun pour se dire il manque maintenant de la société civile pour faire vivre ce délit d'obsolescence programmée. Donc, il y a à la fois le sujet de fond de conscience écologique, il y a le moment politique où il faut faire vivre, et puis il y a le contexte personnel, de relation, qui fait que Laetitia est particulièrement motivée par ce sujet et nous embarque un petit peu dans cette idée, allez, on peut créer cette association ensemble. Et puis on le fait, on est ravis de le faire parce que c'est peut-être un déclencheur important, c'est de dire on a besoin de faire quelque chose quoi, par rapport à notre conscience des enjeux écologiques. Et bon, on voit qu'il existe déjà de nombreux combats, de nombreuses associations. Bah là où on voit qu'il y a un besoin, on peut proposer une réponse, en tout cas essayer. Au début, on se disait, bah, ça ne donnera peut-être rien, mais en tout cas, montons l'association, faisons de notre mieux, et on a été surpris de voir qu'en effet, ça a pris, on va dire, et on a fait vivre le sujet, et on a fait progresser la réflexion à notre échelle. Donc, voilà un petit peu les déclencheurs principaux de Hop. À quel futur souhaitez-vous contribuer ? Alors on veut contribuer à un futur qui est moins consumériste, qui donc s'extrait de cette société de consommation, qui est plus dans le plus de liens, moins de biens. Donc c'est un futur dans lequel on est plus acteur de notre consommation et donc moins esclave de cette course à toujours être obligé à renouveler, à updater, à être en pointe des technologies, de la mode, etc. pour acquérir en effet plus de liberté et retrouver le vrai sens de l'existence qui n'est pas le matériel mais qui est plus le relationnel ou le spirituel. Quels obstacles avez-vous rencontrés ? Comme ça, à chaud, j'en vois deux qui peuvent être partagés, qui pourraient peut-être intéresser aussi d'autres associations. C'est déjà le fait de se fatiguer dans des batailles juridiques, comme on l'a fait, avec la lenteur de la justice. Il faut se rappeler que ça fait plus de 6 ans qu'on a déposé plainte, par exemple, contre Epson et qu'on n'a toujours pas de réponse du procureur et donc de condamnation ou même de procès. Donc on est sur un temps de la justice qui est fatigant parce qu'après le premier buzz, le premier moment où tout le monde en parle, où il y a une effervescence, eh bien ça retombe puisque derrière il faut attendre des années. Donc c'est une première chose, un obstacle je trouve qu'on a eu. Il y en a un autre qu'on a eu, que d'autres associations connaissent, je pense, c'est la mobilisation à long terme des bénévoles, quoi. Parce que quand on est une association comme nous, qui est sur des sujets qui peuvent paraître un peu techniques, c'est pas si simple pour un bénévole de savoir ce qu'il peut faire et sur la durée. Et donc de venir régulièrement à nos réunions pour apporter ses idées, pour apporter sa contribution, si on n'a pas une compétence comme ça clé, ça peut être difficile. Et donc l'animation de cette communauté de bénévoles qui est importante parce qu'on veut se sentir un groupe, on veut se sentir utile collectivement, elle a été difficile. On a perdu beaucoup de gens en cours de route qui se sont fatigués, qui sont pas sentis utiles à leur place. Et je trouve que c'est toujours un vrai défi.
Donc, ça fait partie des difficultés à comment se positionner par rapport au fait de vouloir avoir plein de bénévoles, mais en fait, ça s'anime. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Et ça peut être un petit peu frustrant de voir les gens partir alors qu'ils avaient l'air super. Quelle personne ou initiative t'inspire? Oui, je ne saurais pas dire une initiative ou une personne comme ça qui représente ce monde idéal. Mais il se trouve que dans mon parcours à moi, quand j'étais jeune, entendre Pierre Rabhi pour la première fois, par exemple, ça m'a marqué, même si je ne suis pas d'accord avec tout. Voilà, il y a parfois des personnes qui marquent. Et, euh, mais je ne saurais pas dire une personne qui vraiment incarne cet idéal. Je pense qu'on chacun un peu comme ce que dit le philosophe Ortega, c'est comme la vérité où chacun a un petit bout c'est comme un miroir cassé et chacun a un petit bout. Eh bien, je pense que cet idéal-là, il y a beaucoup de structures ou de personnes qui représentent un petit bout. Quand on les met ensemble, il est là. Mais du coup, j'en mettrais peut-être pas une en avant. Avez-vous renoncé à certaines choses? Oui, clairement, s'engager dans un projet comme ça, pour être efficace, il faut faire des choix, puisque là, on touche les modes de production, les modes de consommation, la dimension, potentiellement tout type d'objet. Donc forcément, on peut s'y perdre. Nous, par exemple, on a fait des rapports d'enquête sur certains produits. Eh bien, s'il fallait le faire bien, on ne pouvait pas en faire plusieurs dans l'année. Donc, on a fait sur les collants, les télés, les lave-linges. Mais à chaque fois, il y avait une sorte de choix comme ça à faire. Et ça pouvait préfigurer ensuite une plainte. Mais les choix, ils étaient un petit peu quotidiens. J'ai envie de dire que on aurait pu, par exemple, viser de faire un réseau d'antennes Hop un peu partout en France, voire à l'international, parce qu'il y a une demande aussi dans plein de pays de se structurer sur la durée de vie des produits. Ça impliquait d'avoir une personne chargée d'organiser ça, mais si on avait cette personne en interne salariée là-dessus, on aurait fait moins de lobbying, par exemple, ou moins d'animation du club d'entreprise. Donc, à un moment, on était obligé de choisir, de prioriser et de renoncer à plein de choses qu'on aurait voulu faire, qu'on n'a pas pu faire, pas encore pu faire, peut-être qu'on y arrivera un jour. Mais c'est toujours dur ça, parce que nous, en tant que bénévoles, on veut tout faire. Enfin, on sait qu'on ne peut pas, nous, déjà, tout faire, mais on veut que l'association fasse tout. Et si on fait tout, on le fait mal. Donc nécessairement, il y a plein de petits crève-cœurs du quotidien qui heureusement sont compensés par le fait d'être fiers des avancées obtenues. Et rétrospectivement, on regarde notre charge de travail des dernières années et on est conscient qu'on ne pouvait pas faire beaucoup plus, enfin on ne pouvait pas embrasser beaucoup plus de sujets que ce qu'on a fait. Quels ont été les premiers signes de victoire? Il y a eu des moments où on s'est dit, on arrive à faire quelque chose, par exemple quand on porte plainte contre Apple et que c'est sur toutes les télés, que le cours en bourse chute d'Apple, etc. On se dit, ah bah, même nous, en fait, on peut quand même faire un peu mal à Apple. On est vraiment sur des premières victoires comme ça qui sont intéressantes, des petits signaux, par exemple quand il y a une grande boîte française qui se fait suggérer d'aller venir nous voir nous parce que globalement ils doivent s'améliorer au niveau de la durée de vie des produits et que le ministère lui-même ou l'ADEME elle-même dit il faut aller voir Hop et voilà, faut travailler avec eux. On se dit ah bah ouais, même voilà, des grands groupes ou le ministère et autres viennent vers nous. Et donc, il y a eu beaucoup de moments comme ça où on a été nommé dans différents comités importants et où on s'est dit, tiens, on commence à un petit peu être reconnu. Et ça a mené vers des victoires, je pense, qui sont plus importantes, par contre, sur le fond, qui sont des victoires législatives. Dernièrement, dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, plusieurs de nos propositions ont été approuvées, sont en train de se mettre en place. Par exemple, le fait qu'il y ait un indice de réparabilité sur les produits
que cet indice va devenir en 2024 un indice de durabilité des produits, c'est-à-dire que voilà, est-ce que le produit est conçu pour durer longtemps? Est-ce qu'on donne une note au produit pour que le consommateur ne soit pas perdu au moment de choisir? C'est très important, ça va se mettre en place. Donc c'est quand même des victoires de ce type, je pense, qui font qu'on continue aussi, parce que si on n'a que des échecs, je pense qu'on risque d'abandonner. Et là, comme on a des petites victoires, eh bien, on continue. Comment mesurez-vous votre impact? Alors la mesure de l'impact, je trouve que c'est toujours difficile parce que ce qui est facile à mesurer n'est pas ce qui compte vraiment. Et donc, dans les rapports, comme toutes les autres structures, vous allez voir le nombre d'événements, le nombre de médias qui vont avoir parlé de nous, le nombre d'entreprises qui sont dans notre club, ou des choses comme ça. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui est le plus important pour parler d'impact. Ça peut donner quelques indications, mais globalement, c'est plutôt ce qu'on a réussi à mettre dans la loi, ou le genre de bataille culturelle qu'on a pu mener, comme imposer, voilà, ce terme d'obsolescence programmée. Maintenant, les gens savent de quoi il s'agit, ce qui n'était pas le cas quand on a fondé l'association. Donc, je dirais que c'est plus quali, finalement. Ou derrière la loi, ça va être combien il y a de millions dans le fonds réparation, ou combien d'appareils vont pouvoir être réparés grâce à ça. Donc, je pense qu'on s'intéresse davantage à ce type de mesures d'impact, même si la facilité serait de regarder juste le nombre d'événements ou autres. Mais ça, c'est à mon avis assez réducteur. Quelles sont les prochaines étapes? Il y a, on va dire, 2 grands sujets cette année, peut-être 3, allez. 2, c'est-à-dire le fait de s'assurer vraiment que ce fonds pour la réparation qui se met en place actuellement va changer. Les choses vont être concrètes pour les citoyens. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des réparateurs qui soient au courant, qui soient dans le coup, que les consommateurs aussi, etc. Donc, il faut faire vivre ce sujet. Ça ne suffit pas qu'il ait été dans la loi. De la même manière, l'indice de durabilité qui est prévu pour 2024, tout ce qui est prévu pour plus tard, il faut toujours se méfier parce qu'il peut se passer plein de choses. Donc c'est pareil, on a l'intention de le faire vivre, de montrer que c'est concret, que c'est possible, que ça doit se faire de manière ambitieuse. Et puis, cette année aussi, et puis dans les prochaines années, le site dont je parlais, Produits Durables, il est aussi important parce qu'il va créer un socle de connaissances pour conseiller le consommateur. Et je pense à un autre sujet, j'avais dit 3 finalement, ce sera peut-être 4, c'est que parfois on réduit l'obsolescence programmée aux questions produits électroménagers, électriques, électroniques. Et pourtant, il y a vraiment des gros sujets au niveau du textile. On a fait un rapport sur les collants qui est assez important, mais ça manque de connaissances sur toute cette fast fashion et tout ce qu'elle implique. Et derrière ça, la durabilité des produits, elle est au cœur de cet impact. Donc c'est aussi sortir du précaré des objets dont on a l'habitude de parler quand on parle d'obsolescence programmée. Évidemment, on ne pourra pas tout faire non plus. Quand vous m'interrogerez dans quelques années, on aura des frustrations de ne pas avoir tout fait, des renoncements. Mais voilà, il y a un peu cette intention aussi d'aller brosser un petit peu plus large. Donc voilà, ça fait pas mal de choses et j'espère qu'on arrivera à être à la hauteur.